Imagine une vie dans laquelle chaque journée a un sens, où tes actions, tes pensées et tes décisions avancent toutes dans la même direction, de manière organisée et solide. Ça a l'air difficile, n'est-ce pas? Mais les stoïciens savaient qu'en l'absence d'ordre, la vie finit inévitablement par s'effondrer. Sans plan, chaque problème te submerge, chaque distraction te vainc et chaque émotion te domine. Ce n'est pas un hasard si les grands philosophes insistaient tant sur la discipline et l'organisation. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 12 leçons essentielles du stoïcisme pour que tu puisses prendre le contrôle total de ta vie. Si tu mets en pratique ces idées, non seulement tu cesseras de te sentir perdu, mais tu bâtiras une existence solide et sereine. Avant de commencer, dirige-toi vers les commentaires et écris « Aujourd'hui, je m'engage à mettre de l'ordre dans ma vie et franchir la première étape vers ta meilleure version. Écris-le maintenant et rends-le réel. » Mais avant de commencer, comme d'habitude, si tu trouves de la valeur dans ces vidéos, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour être au courant des dernières nouveautés. Commençons. Leçon 1. Réveille-toi. Ta vie ne va pas se remettre d'elle-même en ordre. C'est la vérité que beaucoup fuient tant que la douleur reste supportable, jusqu'à ce qu'elle devienne insoutenable. On nous a appris à attendre, à avoir foi en ce que quelqu'un ou quelque chose viendra nous sauver, résoudre nos problèmes, nous offrir une nouvelle chance, sans que nous ayons à lever le petit doigt. Mais la dure réalité est celle-ci. Personne ne viendra te sauver. Il n'existe ni mentor, ni partenaire, ni ami, ni patron, ni gourou capable de faire à ta place le travail que toi seul peux accomplir. Le désordre que tu ressens, à l'intérieur comme à l'extérieur, est la conséquence directe de chaque choix que tu as évité, de chaque discussion inconfortable que tu as repoussée, de chaque habitude que tu savais néfaste, mais que tu as continué d'alimenter. Tant que tu refuseras d'admettre que tu es le premier responsable de l'état dans lequel tu te trouves, tu resteras prisonnier. Et ce n'est pas une punition. C'est un simple enchaînement de conséquences. Le chaos extérieur, accumulation de tâches, relations néfastes, dettes, insatisfaction, manque d'orientation, n'est rien d'autre que le reflet de ton désordre intérieur. Pourtant tu es là, persuadé qu'il est normal de vivre épuisé, confus, insatisfait. Le plus dangereux, ce n'est pas le chaos lui-même, mais la façon dont tu finis par t'y habituer, dont ton esprit commence à le voir, comme faisant partie de ton identité. Je suis comme ça, te dis-tu. Ma vie est comme ça. À cet instant, tu es tombé dans le piège le plus destructeur qu'il soit, croire qu'il n'y a pas d'issue. Pourtant, il y en a une, mais elle n'est ni confortable, ni rapide, ni magique. Le premier pas n'est pas de dresser des listes, ni de lire plus de livres, ni d'attendre que cette phase passe. Le premier pas, le plus brutal de tous, est d'assumer la responsabilité totale de ta vie. Pas en partie, non, entièrement. J'en suis le seul responsable. Tout ce que tu as toléré, tout ce que tu as permis, tout ce que tu as laissé croître en manquant d'agir, est là où c'est parce que tu l'as laissé faire. Oui, admettre cela peut faire mal, mais c'est aussi libérateur, car si c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui peux le changer. Marc Aurèle le savait lorsqu'il écrivait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées et que cette qualité dépend du niveau de responsabilité que tu es prêt à assumer. Tu ne peux plus continuer à blâmer tes parents, ton passé, le système, ton ex, la météo, le trafic ou l'algorithme. Le jour où tu cesseras de pointer du doigt à l'extérieur pour regarder en toi, ce jour-là, tu commenceras à récupérer ton pouvoir. Commence à voir si tu es enlisé dans le chaos. Observe tes symptômes. Je ne parle pas de maladie, mais de signaux évidents. Tu remets tout à plus tard. Tu es entouré de gens qui ne t'inspirent pas. Tu te plains plus que tu ne remercies. Tu vis en réagissant plutôt qu'en étant conscient. Ton corps est fatigué sans raison apparente. Et quand personne ne te voit, tu as le sentiment de gâcher ton potentiel. C'est le cri silencieux de ton âme qui te supplie de te réveiller.
mais tu préfères l'étouffer avec des distractions, de la nourriture, des séries, de l'alcool, des réseaux sociaux, n'importe quoi, pour ne pas avoir à affronter l'évidence. Ta vie ne changera pas tant que toi. Tu ne changeras pas. Épictète enseignait que nous ne pouvons pas contrôler ce qui arrive, seulement la façon d'y répondre. La question est, vas-tu continuer à réagir comme une victime ou vas-tu enfin répondre en tant que protagoniste de ta propre histoire ? Tu as le choix d'utiliser ta souffrance pour alimenter des excuses ou comme un moteur. Personne ne te relèvera. Ce n'est pas une raison pour abandonner, mais pour te renforcer. Parce que si tu fais le premier pas, si tu prends le commandement, tout commence à changer. Pas parce que le monde devient plus juste, mais parce que toi, tu deviens plus fort. Le monde reste pareil, mais tu n'es plus la même personne. Aujourd'hui est le jour où tu te tiens devant le miroir sans tricher, où tu cesses de te mentir, où tu fais ce que tu sais devoir accomplir. Tu n'as pas besoin d'être motivé, simplement d'en avoir assez de rester pareil. Réveille-toi. Ta vie ne va pas se remettre d'elle-même en ordre. Lève-toi, prends le contrôle et commence à bâtir la version de toi à laquelle tu as droit. Ce ne sera pas facile, mais ce sera le tien. Si tu te sens concerné, ne passe pas outre. File dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je prends le contrôle ». Que cela soit ton premier acte de responsabilité. Leçon 2. Ton agenda et ton âme. Même si cela semble exagéré, ce ne l'est pas. Parce que ce que tu fais chaque jour, heure après heure, tâche après tâche, détermine silencieusement qui tu es et qui tu deviens. Ce ne sont pas tes pensées à ton endroit qui façonnent ta vie, mais ce que tu fais de ton temps. Chaque fois que tu acceptes, que tu dis oui à quelque chose qui ne te tient pas à cœur, tu vends une partie de ton existence. Et pas en échange de liberté, mais de distraction, de validation, d'une fausse impression de mouvement. Il y a une vérité inconfortable que beaucoup fuient. Si tu ne conçois pas ton emploi du temps, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et ce quelqu'un peut être ton patron, le flux constant de tes réseaux sociaux, tes peurs, ou n'importe quelle personne assez futée pour tirer parti de tes indécisions. Le temps, à la différence de l'argent, ne se met pas de côté. Soit tu l'investis, soit tu le gaspilles. Il n'y a pas d'entre-deux. On nous a fait croire qu'être débordé est un signe de réussite, que si tu ne cours pas dans tous les sens, si tu ne réponds pas à des messages sans arrêt, si tu n'es pas en réunion toute la journée, alors tu perds ton temps. Pourtant, être occupé n'équivaut pas à être productif. En fait, beaucoup de ceux qui travaillent le plus avancent le moins. Pourquoi ? Parce qu'ils manquent de clarté, qu'ils confondent agitation et progrès, que leur agenda n'est pas construit avec intention, mais à partir de réactions. Le résultat ? Des journées passées à gérer des urgences plutôt que ce qui est important. Les semaines se répètent et les années s'envolent en te laissant l'impression d'avoir fait énormément de choses sans avoir accompli grand-chose. Marc Aurèle le disait déjà depuis des siècles. N'agis pas comme si tu devais vivre 10 000 ans. La mort te talonne. Autant que tu respires, autant que c'est possible. Sois bon envers toi-même. Être bon envers toi-même suppose de respecter ton temps. Ton calendrier ne devrait pas être une prison, mais le reflet de tes priorités les plus profondes. La plupart des gens ne programment pas leur journée, ils la subissent. Ils se lèvent, puis consultent immédiatement leur téléphone, offrant au monde un accès direct à leur attention. Dès là, tout se fait en roue libre. Ils bondissent d'une tâche à l'autre sans intention, réagissent aux urgences, repoussent l'essentiel et finissent épuisés le soir, insatisfaits. Cela te parle. Alors tu as besoin de plus qu'une liste de tâches. Tu as besoin d'une philosophie de vie appliquée à la maîtrise du temps. Cela commence par une question d'une sincérité implacable. À quoi ressemblerait ma journée si je me respectais vraiment ? Si tu considérais à sa juste valeur ton énergie, ton esprit, tes rêves, à quoi dirais-tu oui et à quoi dirais-tu non ? Concevoir un planning qui fonctionne pour toi,
ne consiste pas à le surcharger d'activités. C'est apprendre à choisir avec conscience. Il s'agit de donner la priorité à ce qui te rapproche de la vie que tu désires bâtir et de supprimer sans culpabilité ce qui fait simplement remplissage. Parfois, la meilleure manière d'être productif, c'est de déterminer tout ce que tu ne feras pas. Commence modestement. Bloque des moments pour réfléchir, créer, prendre soin de ton corps. Protège ces plages horaires comme si elles étaient sacrées, parce qu'elles le sont. Ce qui n'est pas inscrit à ton agenda n'est pas inscrit dans ta vie. Désirer du temps rien que pour toi ne suffit pas. Tu dois le planifier, lui faire de la place. Et oui, il te faudra apprendre à dire non, sans justification inutile, ni te sentir coupable. Chaque non prononcé depuis le respect de toi-même est un oui à ta paix, à ta concentration, à ton évolution. Épictète enseignait que la liberté ne consiste pas à pouvoir faire ce qu'on veut, mais à ne pas être esclave des désirs d'autrui. Dire non n'est pas égoïste, c'est faire preuve de conscience. Car si toi, tu ne défends pas ton temps, personne ne le fera à ta place. Ta vie est faite de tes journées sont faites d'heures, et tes heures sont faites de décisions. Si tu ne décides pas, d'autres le feront pour toi, sans se soucier de ton intérêt. Reconnais-le, ton agenda n'est pas qu'une simple feuille ou une application. C'est ton âme tracée en minutes. Chaque case vide est une opportunité, chaque engagement est une promesse. Et chaque jour que tu vis sans intention est un jour perdu qui ne reviendra pas. Si tu es prêt à cesser de réagir pour commencer à concevoir, va en commentaire et écris. Aujourd'hui, je deviens l'architecte de mon temps. Ce sera la première étape pour reprendre en main ta vie. Leçon 3. Des rituels qui te sauvent la vie. Ce n'est pas de l'exagération. Ces petits moments, censément insignifiants au début et à la fin de ta journée, déterminent si tu bâtis ton existence avec intention ou si tu la subis en mode pilote automatique. Les 30 premières minutes après ton réveil et les 30 dernières avant de dormir sont sacrées. Ce sont les portes par lesquelles entre l'énergie qui façonne ta journée ou le chaos qui la détruit. Ce que tu fais au réveil n'est pas un détail. C'est une déclaration. Tu dis au monde et à toi-même qui est aux commandes. Et si ton premier réflexe consiste à allumer ton téléphone, à te plonger dans tes messages, les infos, les réseaux ou les urgences en attente, tu viens de céder le gouvernail de ta vie à des forces extérieures. Tu as abdiqué ta clarté mentale avant même de prendre ton premier café. La même chose se produit le soir. Si tu termines ta journée les yeux rivés sur un écran, absorbé par des informations inutiles, dans la comparaison ou en fuyant le silence avec des distractions, tu clôt la journée avec un mental saturé et un corps agité. Tu ne te reposes pas, tu te contentes de fuir. Les stoïciens savaient que tout commence dans les détails. Marc Aurèle commençait ses journées en se rappelant qu'il était fait pour agir avec vertu et non pour céder au confort de désirs éphémères. Toi aussi, tu peux reprendre la main sur ton temps et ton mental en choisissant de ritualiser ton réveil et ton coucher. Il ne s'agit pas de calquer une routine parfaite issue d'un livre, mais bien de concevoir tes propres rituels, en accord avec tes aspirations, ce que tu veux cultiver. Peut-être s'agira-t-il d'écrire tes pensées avant que le tumulte du monde ne vienne les étouffer. Peut-être liras-tu quelque chose qui enrichisse ton esprit. Respireras-tu en silence et tireras-tu ton corps dans le respect, ou simplement regarderas-tu par la fenêtre pour te souvenir que tu es vivant. Le soir, tu peux avoir besoin de mettre par écrit ce que tu as appris, de remercier pour ce qui s'est passé, ou simplement d'observer tes ressentis sans juger. Clore ta journée avec intention, comme on baisse le rideau, en sachant qu'il y aura une nouvelle représentation le lendemain. Ce genre de rituel ne se contente pas d'apaiser l'esprit, il forme le cerveau à trouver l'ordre au milieu du chaos. Le problème, c'est que nous avons sous-estimé le poids du quotidien. Nous pensons qu'il faut une révélation ou un retournement monumental pour changer de vie, alors qu'en réalité,
Ce sont les petits gestes répétés avec conscience qui lui donnent forme. Ces premières et dernières décisions de la journée ont un effet domino. Si tu commences en désordre, tout le reste sera entraîné par le désordre. Si tu termines dans l'agitation, tu ne te reposes pas et tu entres dans la répétition de l'anxiété le lendemain. C'est pourquoi il est indispensable de chasser les distractions avant qu'elles ne te chassent et ne te détruisent. Ton téléphone en soi n'est pas le problème. Le problème, c'est la relation que tu entretiens avec lui. Les notifications ne sont pas l'ennemi. L'ennemi, c'est ta dépendance à leur égard. Chaque fois que tu choisis une distraction, tu déclares « Ceci mérite davantage mon attention que ma paix, ma clarté, mon objectif. » Et ce choix, répété tous les jours, détruit insensiblement ta vie. Tu ne pourras prétendre à une existence riche si tu ne domines pas les premiers et les derniers actes de ta journée. Le reste varie. Travail, relations, responsabilités. Mais ces deux moments, le lever et la clôture, doivent t'appartenir. Être sacrés, non négociables. C'est là que tu sèmes la graine de la présence, du calme et de la concentration. Conçois ton propre système de rituels personnels. Ne copie pas celui d'un autre. Demande-toi, de quoi ai-je besoin pour commencer ma journée en paix? Qu'est-ce qui m'aide à la terminer dans la sérénité? Invente ta formule. Protège-la. Qu'elle fasse partie de ton identité. Quand ces rituels deviennent naturels, tu remarques quelque chose d'important. Les journées cessent de ressembler à un champ de bataille continu et commencent à se dérouler comme quelque chose que tu diriges. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu ne subis plus la force d'inertie. Si tu es prêt à cesser de survivre à tes journées pour commencer à les vivre dans un but précis, va en commentaire et écris « À partir de maintenant, mes rituels sont sacrés ». Que cela marque le premier pas pour exercer le contrôle, là où tout commence réellement. Tes matins et tes soirs. Leçon 4. Ton environnement reflète ton esprit. Ce n'est pas une simple métaphore. C'est un fait que tu peux vérifier immédiatement. Regarde autour de toi. Ton bureau, ta chambre, ta cuisine, ta voiture. Que vois-tu? Du désordre, du bric-à-brac, des objets éparpillés depuis des jours, des semaines, voire des mois? Rien de tout cela n'est anodin. C'est le prolongement visible de ce qui se passe en toi. Et même si tu essaies de te convaincre que ta créativité a besoin de ce chaos ou que tu rangeras quand tu auras le temps, la vérité, c'est que ce désordre extérieur nourrit ton désordre intérieur. Chaque objet hors de sa place, chaque coin négligé, chaque espace en attente d'une décision indéfiniment reportée, épuise ta force vitale insidieusement. Tu ne t'en rends pas compte sur le moment, mais tu le ressens. Un manque de clarté, une forme d'anxiété diffuse, de la fatigue sans motif apparent. Ton environnement sabote ton équilibre émotionnel, et si tu ne t'en occupes pas, tu demeureras coincé. Le désordre n'est pas qu'un souci esthétique, c'est un problème mental. L'accumulation matérielle est souvent une forme d'évitement. Tu conserves des objets au cas où, des vêtements que tu ne portes plus, des papiers, des archives, des souvenirs qui prennent de la place sans t'apporter quoi que ce soit. Sans t'en rendre compte, tu répètes le même schéma dans tes émotions, tes pensées et tes relations. Tu repousses des décisions, tu accumules des tâches en suspens, tu entretiens des liens qui n'ont plus de sens depuis longtemps. Marc Aurèle disait « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font ». Or, comment avoir des pensées limpides si ton environnement crie la confusion? Tu dois prendre les choses en main, pas depuis la rigidité, mais avec lucidité. Les approches minimalistes ne sont pas une simple mode, ce sont des outils pratiques pour retrouver ton attention. Il ne s'agit pas de tout jeter, mais de ne conserver que ce qui compte vraiment. Le premier pas est simple, mais puissant. Choisis un petit espace, ton bureau, ton sac,
ou un seul tiroir et débarrasse-le avec intention. Pour chaque objet, demande-toi, cet objet m'apporte-t-il une réelle valeur ou fait-il juste occuper l'espace? En ai-je réellement besoin ou est-ce que je le garde par inertie? Fais-le sans culpabilité, avec fermeté, et recommence dans d'autres endroits, un par un. Tu ressentiras un soulagement. Non seulement le lieu sera plus agréable, mais ton esprit respirera. Organiser ton environnement est une déclaration silencieuse. Tu te prends au sérieux, tu décides de ne plus vivre entouré de brouhaha, visuel ou mental, et de créer les conditions pour concentrer ton énergie sur l'essentiel. Tu veux plus de productivité? Commence par l'ordre. Plus de créativité? Libère de l'espace. Plus de paix? Enlève tout ce qui est superflu. L'esprit a besoin à la fois de structure et de liberté. Un lieu bien rangé n'est pas synonyme de rigidité, mais de fonctionnalité. Un espace qui te rappelle tes priorités. Il ne doit pas être parfait, mais porteur d'un but. Et cette démarche ne se limite pas au plan physique. Tu dois aussi mettre de l'ordre dans ton environnement émotionnel. Les gens qui n'apparaissent que pour se plaindre, les habitudes qui sapent ta discipline, les routines que tu perpétues par pure habitude. Tout cela occupe également de l'espace, parfois du plus précieux. Tu ne peux pas avancer si tu es entouré de relations sans réciprocité, si tu te nourris quotidiennement d'habitudes qui te détournent de ta meilleure version, si tu tolères des schémas dont tu sais qu'ils ne te servent plus. Épictète l'exprimait sans ambages. La clé consiste à distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Ton environnement dépend de toi, tes choix également. Et en ordonnant ton monde extérieur, tu as déjà pris une décision concrète en faveur de l'ordre intérieur. Ce qui t'entoure t'influence plus que tu ne l'imagines. Si, dès que tu entres chez toi, tu sens du poids, du bruit, de la tension, tu n'as pas besoin de plus de volonté, mais de moins de désordre. Supprime ce qui ne contribue pas, objets, personnes, habitudes, et fais de la place pour ce qui t'élève, ce qui te rappelle la personne que tu veux devenir. Un esprit clair correspond à un environnement clair, et une vie dotée d'une direction claire ne peut s'épanouir au beau milieu du chaos. Si tu es prêt à regagner de la concentration depuis la base, va en commentaire et écris « Aujourd'hui, je mets de l'ordre dehors pour guérir dedans ». Fais-le et commence à bâtir un cadre qui reflète la clarté que tu mérites. Leçon 5. Planifier ou périr. Planifier ou périr. Cela peut sonner comme un drame, mais c'est la vérité. Sans planification à long terme, tu es condamné à passer ta vie à éteindre des incendies, sans comprendre pourquoi ils se déclarent. Et le pire, c'est que tu as l'impression d'être en mouvement alors qu'en réalité, tu n'avances pas. Tu fais, mais au final, rien ne change. Tu es fatigué sans te rapprocher de ce que tu veux vraiment. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune direction, que tu confonds l'urgent et l'important, parce que tu réagis au lieu de concevoir. Et c'est précisément la conception, la vision, la réflexion stratégique qui transforme une vie agitée en vie pleine de sens. Penser à long terme ne signifie pas renoncer au présent. C'est ce qui lui donne justement un sens. C'est saisir que chacune de tes décisions aujourd'hui construit ou détruit la personne que tu seras demain. Épictète le résumait clairement. Ne te laisse pas emporter par la situation. Réfléchis aux conséquences. Nous vivons cependant dans une culture qui place l'immédiateté sur un piédestal. La gratification est instantanée, ce qui est urgent est sacralisé, et l'on méprise la planification. Et voilà pourquoi on confond activité et progrès. On se focalise pourtant sur la semaine en cours, sans jamais contempler l'année, ni même la décennie. Ton toi du futur n'a pas besoin que tu sois parfait aujourd'hui. Il a besoin que tu te mettes en route, que tu réfléchisses, que tu fasses des choix avec intention, que tu te demandes « Est-ce que je me rapproche de la vie que je veux ?» Avoir une visée stratégique
n'est pas réservé aux PDG ou leaders, mais à tous ceux qui ne veulent pas gaspiller leur vie. C'est s'asseoir avec soi-même et déterminer qu'est-ce que je veux réaliser cette année. Quel serait un vrai pas en avant? À quoi ressemble pour moi une vie bien vécue? Quand tu as un cap, tu le décomposes, tu le découpes pour le traduire en étapes concrètes. Les grands objectifs ne s'atteignent pas par la seule force de volonté, mais par la structure. Les objectifs annuels ne servent à rien si tu ne les transformes pas en actions mensuelles. Et ces objectifs mensuels n'ont de sens que si tu en fais de vraies tâches pour la semaine. Celui qui omet ce travail se retrouve coincé entre l'anxiété de ce qu'il désire et la culpabilité de ne rien faire pour y parvenir, ce qui le paralyse. Segmenter, structurer, décider. Ne le fais pas une fois pour tout oublier juste après. Reviens-y chaque semaine, ajuste, recalibre. Mais ne vis plus ta vie en mode improvisation, comme si ton temps n'avait pas d'importance. Marc Aurèle, au milieu des guerres et de ses responsabilités impériales, trouvait du temps pour écrire, réfléchir, prévoir. Pourquoi ne pourrais-tu pas en faire autant, toi qui n'es pas encore empereur? La planification ne fait pas que te donner une direction. Elle te procure aussi la paix. Elle diminue le bruit, évite de courir sans savoir pourquoi. Et plus important encore, elle te rappelle que tu n'es pas à la merci du chaos, que tu peux agir avec recul. Penser sur le long terme impose aussi de renoncer à certaines choses. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas dire oui à chaque opportunité, à chaque envie. Tu dois considérer ton énergie comme une ressource limitée, parce qu'elle l'est. Et si tout est important, alors plus rien ne l'est vraiment. Il te faut choisir, te focaliser. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose sans y réfléchir, tu dis non à ce qui pourrait véritablement changer ta vie. L'art de planifier est aussi l'art de hiérarchiser, et cela exige du courage. Le courage de décevoir les attentes des autres pour honorer ta vision intérieure. Ne confonds pas mouvement et progrès. Être occupé ne signifie pas progresser. Seul celui qui planifie, évalue et rectifie peut certifier « Aujourd'hui, je suis plus avancé qu'hier ». Le reste n'est qu'une illusion de progrès, un épuisement sans lendemain, un effort sans objectif. Planifie ou péris. Pas parce que tout se déroulera comme prévu, mais parce que sans plan, tu te transformes en satellite tournant autour de l'urgence, de l'extérieur, du trivial. Si tu es prêt à cesser d'improviser pour commencer à construire ta vie avec une vraie vision, va en commentaire et écris « À partir d'aujourd'hui, mon futur a un plan ». Ce sera la première étape pour arrêter de survivre et commencer à être le chef d'orchestre de ton existence. Leçon 6. Ce que tu consommes influence ta pensée. Ce n'est pas une passade ou quelques jolis termes de productivité. C'est une nécessité urgente. Car même si tu ne t'en rends pas compte, ce que tu consommes chaque jour avec tes yeux et tes oreilles façonne peu à peu ton esprit, ton humeur et ta manière de réfléchir. Je ne parle pas seulement de nourriture, mais aussi de ce que tu vois sur les réseaux sociaux, de ce que tu entends aux infos, de ce que tu lis, des gens à qui tu parles, de tous ces stimuli que tu laisses entrer sans filtre dans ton système nerveux. Nous vivons à une époque où l'abondance d'informations est le nouveau poison. Comme tout poison, il se déguise en plaisir. Tu te sens diverti, informé, connecté, mais peu à peu tu deviens plus anxieux, plus dispersé, plus dépendant du bruit. Tu ne le vois pas, mais ton esprit ne se repose jamais. Tu ne supportes plus le silence. Et tu ressens le besoin de combler le moindre espace vide par quelque chose. Une vidéo, une notification, une opinion étrangère. C'est ainsi que tu perds le plus précieux de tes biens, ton attention. La dopamine est un neurotransmetteur lié au plaisir et à la motivation. C'est lui qui te fait te sentir bien quand tu obtiens quelque chose, quand tu reçois des likes, quand tu fais défiler un flux d'actualité ou que tu cliques sur des gros titres accrocheurs. Mais si tu n'en as pas conscience, tu deviens esclave de stimuli qui ne t'apportent qu'un plaisir instantané, tout en voilant ta capacité de concentration.
C'est pourquoi tu as besoin d'une diète de dopamine. Non pour renoncer à la technologie, mais pour rééduquer ton cerveau à de nouveau apprécier le silence, la lecture profonde, une conversation sans interruption, à travailler sur un projet important sans chercher toutes les 5 minutes une bouffée de nouveauté. Car tant que ton esprit sera saturé de micro-stimuli, il sera incapable de soutenir son attention sur ce qui compte vraiment. Interroge-toi avec honnêteté. Ce que je consomme au quotidien, nourrit-il mon esprit ou le remplit-il simplement de bruit? Lire n'est pas la même chose que défiler sans fin. Écouter une vraie discussion n'est pas la même chose que se noyer dans un flux d'opinions creuses. Choisir consciemment ce que tu laisses entrer dans ton esprit n'est pas la même chose que laisser l'algorithme décider pour toi. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais l'interprétation que tu en fais. » Alors si ton esprit est encombré d'absurdités, comment prétendre interpréter la vie avec sagesse? Commence à curer ton environnement numérique. Nettoie régulièrement ta liste de contacts, tes fils d'actualité. Désabonne-toi des chaînes et contenus qui ne font qu'alimenter la plainte, la comparaison, le drame. Tu n'as pas besoin d'être au courant de tout ce qui se passe dans le monde, tout le temps. Tu n'as pas besoin d'avoir une opinion sur chaque sujet tendance. Tu as besoin de clarté, de concentration. Tu as besoin de protéger ton attention, la ressource la plus précieuse du 21e siècle. C'est pour elle que les grandes entreprises se battent. C'est par elle que les réseaux sociaux tentent de te captiver. Et toi, sans t'en apercevoir, tu gaspilles chaque jour des heures de ta vie dans du contenu qui ne t'apporte rien. Un régime mental conscient suppose de fixer des limites, avoir des moments sans écran, désactiver les notifications à certains créneaux, organiser un cadre qui prime le contenu approfondi plutôt que superficiel. Au début, tu seras nerveux, c'est normal. Ton cerveau a été entraîné à l'hyperstimulation. Mais si tu résistes à l'inconfort initial, quelque chose changera. Tu penseras plus clairement, prendras de meilleures décisions, te concentreras plus facilement et tu deviendras plus maître de toi parce que le bruit aura baissé et que ta voix intérieure sera plus audible. Marc Aurèle n'avait pas Instagram à gérer, mais il savait déjà qu'il faut cultiver son esprit rigoureusement. L'âme se teinte de la couleur de ses pensées, écrivait-il. Aujourd'hui, on pourrait dire « Ton âme se teinte du contenu que tu consommes. Tu ne peux pas être en paix si tu nourris ton esprit de chaos. Tu ne peux pas avoir de but si tu le gaves de distractions. Tu ne peux pas y voir clair si tu arroses la graine de l'anxiété à coups de dopamine bon marché. » Si tu es prêt à prendre le contrôle de ton attention et à commencer une vraie diète mentale, va en commentaire et écris « Je choisis de nourrir mon esprit avec intention ». Ce sera ton premier geste de liberté dans un monde qui veut te garder distrait. Les relations toxiques n'occupent pas d'espace physique, mais créent le même désordre mental. Elles ne prennent pas la forme d'une pièce en désordre, mais induisent les mêmes effets dans ton esprit. Confusion, épuisement, manque de clarté. Ce sont des liens qui passent pour normaux, voire nécessaires, mais qui, jour après jour, grignotent ton énergie, ton estime de toi et ta concentration. Parfois, c'est un ami d'enfance, un membre de la famille, un partenaire ou un collègue, des gens à qui tu consacres du temps, mais pas dans un but de croissance partagée. Ils te maintiennent dans un état de stagnation, non par des cris, mais souvent à coups de micro-messages. La critique constante, déguisée en conseil, le sarcasme qui te rabaisse, le besoin émotionnel omniprésent qui te fait te sentir coupable, dès lors que tu prends soin de toi. Et le plus dangereux, c'est que souvent, tu ne le remarques que trop tard, lorsque tu es déjà complètement épuisé. Une relation toxique ne hurle pas toujours. Parfois, elle chuchote, manipule, prend l'apparence de la fidélité ou de l'engagement. Or, ton corps le sait. Tu ressens l'anxiété avant de voir la personne. Tu ne parviens plus à être toi-même.
Chaque rencontre te vide au lieu de te nourrir. Tu commences à modifier ton comportement pour éviter les conflits, les tensions, pour ne pas faire d'histoire. Ce n'est pas de la connexion, c'est une prison émotionnelle. Marc Aurèle disait « Tu dois protéger ton esprit plus que toute autre chose, car c'est de lui que dépend ta vie. » Entouré de gens qui sèment le doute, l'insécurité ou la culpabilité, ton esprit se transforme en un champ de bataille permanent. Le premier pas est d'identifier ces liens, pas en les jugeant, mais avec lucidité. Demande-toi, est-ce que je me sens plus léger ou alourdi après avoir passé du temps avec cette personne? Puis-je m'exprimer librement ou dois-je constamment faire attention à mes propos? Cette personne me pousse-t-elle à grandir ou sabote-t-elle mes efforts au nom d'un soi-disant réalisme? Les réponses ne sont pas toujours confortables, mais elles sont indispensables, car tant que tu fréquenteras des relations qui t'éparpillent, avoir une direction sera impossible. Tu pourras avoir une supervision, d'excellentes habitudes et des plans solides. Si ton entourage n'est pas en phase avec ta croissance, tu finiras bloqué. Et voici un point essentiel, fixer des limites radicales. Pas des limites passives, ni de longues justifications. Des limites claires, fermes et si besoin définitives. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à toi. Tout le monde ne peut pas entrer dans ton espace mental et émotionnel sans tri. Tu as le droit de choisir avec qui tu partages ton temps, ton énergie, ta vulnérabilité. Épictète le disait avec sagesse, « Ne laisse pas n'importe qui entrer par la porte de ton jugement conscient. » Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est prendre soin de ta santé mentale, c'est de l'amour-propre. C'est comprendre que ta paix vaut plus que tout lien fondé sur l'habitude ou le passé. Il ne suffit pas d'éliminer ce qui est toxique. Il faut cultiver des relations qui t'aident à t'ordonner intérieurement. Des gens qui t'élèvent par leur exemple plutôt que par des mots, qui ne se définissent pas en rivalisant avec toi, mais qui se réjouissent de tes progrès, qui te contestent et t'encouragent avec respect, qui t'inspirent sans te mettre la pression, et surtout, qui te permettent d'être plus toi-même, pas moi. Ces relations ne se contentent pas de t'apporter du calme, elles t'apportent une direction claire, car elles t'alignent avec la version de toi que tu veux construire. Apprends à t'entourer de gens qui t'harmonisent, et non qui te dispersent. Parfois, cela implique de passer plus de temps seul, et c'est très bien. Le silence choisi vaut bien mieux que le tumulte émotionnel d'une relation dysfonctionnelle. Mieux vaut une vraie conversation avec toi-même que 10 discussions de surface avec des gens qui ne te comprennent pas. La solitude choisie est bien plus nourrissante que la compagnie qui fait mal. Quand tu nettoies ton environnement émotionnel, ton esprit s'éclaircit, ton corps se détend et la vie se réorganise de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu es prêt à cesser de tolérer les relations qui ne t'honorent pas, va en commentaire et écris « Je choisis de m'entourer de personnes qui m'alignent ». Ce sera ton premier pas vers l'harmonie émotionnelle et ton bien-être t'en remerciera. Leçon 8. Ton corps, c'est aussi de l'organisation. Ton corps n'est pas un accessoire distinct de ton esprit. Ce n'est pas un simple véhicule. Il est le premier environnement, l'espace physique où tout ce que tu rêves, penses, ressens et décides prend place. Le négliger ou le traiter comme quelque chose de secondaire est une erreur qui, tôt ou tard, te coûtera cher, car l'état de ton corps conditionne directement ta clarté mentale, ton énergie, ta capacité de concentration et ton équilibre émotionnel. Comment espérer de la concentration, de la sérénité, de la volonté si ton corps est exténué, enflammé, déconnecté de toi? La liaison est profonde. Quand ton corps bouge, ton esprit se réorganise. Le sport n'a pas pour seule finalité l'apparence ou la santé physique. C'est un outil quotidien de nettoyage mental. Chaque fois que tu fais bouger ton corps, tu purges des tensions accumulées, tu augmentes la dopamine naturellement,
Tu oxygènes le cerveau, tu améliores ton humeur. Pas besoin de t'entraîner comme un athlète olympique, ni de te compliquer la vie. Prends de petites habitudes quotidiennes. Marcher avec conscience, t'étirer au réveil, soulever quelques poids de manière raisonnée, pratiquer une respiration profonde en bougeant. L'important, ce n'est pas l'intensité, c'est la constance. Le mouvement quotidien n'est pas un caprice, c'est un acte d'organisation intérieure. Le repos est tout aussi essentiel. Nous vivons dans un monde qui voue un culte au fait d'être constamment actif, qui jauge ta valeur personnelle à ta productivité, mais qui oublie que la récupération n'est pas une perte de temps, c'est un investissement dans ta clarté. Un esprit saturé n'a pas besoin de davantage de café, mais de plus de sommeil réparateur. Un corps fatigué n'a pas besoin de plus de motivation, il a besoin de répit. Marc Aurèle le comprenait. N'use pas tes forces au-delà de tes limites naturelles. Le repos, le sommeil récupérateur et les pauses conscientes sont les fondements essentiels d'une vie bien orchestrée, pas des luxes. Tu ne peux pas non plus parler d'organisation corporelle sans aborder l'alimentation. Manger ne concerne pas seulement ton corps, c'est aussi directement lié à ton esprit. Les sucres raffinés, les produits ultra transformés, l'alcool excessif n'abîme pas que ton apparence. Il sape aussi ta clarté, ton énergie, ton focus. Voilà pourquoi mieux manger n'est pas qu'une démarche esthétique, c'est une stratégie mentale. Une alimentation organisée, riche en aliments réels, en nutriments que réclame ton cerveau, est un acte de respect profond envers ton potentiel. Ne mange pas pour combler des manques affectifs. Mange pour mieux réfléchir, mieux agir, te sentir plus fort à tous les niveaux. Ton corps est le récipient de ta vie. Comme tout récipient, s'il n'est pas entretenu, il se détériore. Il ne s'agit pas d'aspirer à la perfection physique, mais de cultiver un état corporel qui te soutienne et te serve de base à tout le reste. Un esprit brillant, enfermé dans un corps faible, restera limité. Un grand objectif soutenu par un corps fragile courra toujours un risque. L'ordre commence à la maison. Et ton corps, c'est ta première maison. Pas de radicalité, mais de la conscience. Bouger chaque jour, donner la priorité au sommeil, manger intelligemment, respecter les cycles naturels de ton énergie, bâtir un mode de vie physique qui, loin de t'accabler, te soutient. Quand ton corps va bien, ton esprit a l'espace nécessaire pour mieux réfléchir, mieux décider, mieux créer. Si tu es prêt à traiter ton corps comme le premier acte d'organisation de ta vie, va en commentaire et écris. Aujourd'hui, je commence à ordonner mon énergie de l'intérieur. Ton esprit, ton objectif, ton avenir te remercieront. Leçon 9. Organise tes finances. Finances chaotiques, vie chaotique, une vérité inconfortable que beaucoup préfèrent ignorer jusqu'à ce que ce désordre financier leur explose au visage. Car l'argent, même s'il n'est qu'un moyen d'échange, impacte toutes les sphères de ton existence. Ta paix mentale, tes choix, tes relations, ta capacité à te projeter dans le futur. Si tu ne mets pas d'ordre dans tes finances, ce sont elles qui organiseront ta vie, mais pas pour ton bien. Vivre au bord du gouffre, à compter tes sous, à craindre chaque facture, chaque imprévu, ça n'a rien de la liberté. C'est une prison invisible qui te maintient toujours dans l'angoisse, la réaction et la restriction. Et même si tu te dis que tout ne tourne pas autour de l'argent, la vérité est que sans contrôle financier, il est quasiment impossible de maîtriser quoi que ce soit d'autre. La première étape n'est pas de gagner plus, ni de demander une augmentation, ou de lancer une start-up du jour au lendemain. La première étape, c'est de construire un système de pilotage financier, même minimal. Savoir ce qui entre, savoir ce qui sort, et savoir à quoi tu dépenses chaque centime. Ce n'est pas palpitant ni glamour, c'est juste de la discipline, c'est du respect pour ton énergie. Chaque pièce qui te passe entre les mains représente une partie de ta vie investie. Si tu ne la gères pas avec soin,
c'est ta propre énergie que tu méprises. Marc Aurèle disait qu'il faut traiter son esprit comme un objet sacré. Aujourd'hui, on pourrait y ajouter qu'il faut traiter son argent avec la même vénération, car il reflète ton esprit en acte, qu'il soit ordonné ou brouillon. Le contrôle financier ne consiste pas à tout restreindre, ni à vivre dans la pauvreté, mais bien à acquérir de la lucidité. Chaque dépense a un sens. Apprendre à dépenser intentionnellement et non par pulsion. Car chaque fois que tu achètes pour étouffer une émotion, pour combler un vide, pour impressionner les autres, tu perds non seulement de l'argent, mais aussi du contrôle. Et le contrôle que tu abandonnes dans ces petites décisions se transforme en crise quand le chaos atteint son paroxysme. Combien de fois as-tu justifié un achat en disant « je le mérite » alors qu'en réalité, tu te payais de l'anxiété en perspective? Épictète enseignait la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Tes habitudes de dépenses dépendent de toi, tes décisions financières aussi. Ordonner tes finances suppose également d'éliminer les dettes mentales, les engagements non tenus, les factures en suspens, les promesses financières que tu traînes mois après mois comme un fardeau insidieux. Il ne s'agit pas seulement de dettes d'argent, mais aussi de ce stress permanent, cette pensée qui te rappelle que tu dois quelque chose, que quelque chose de non résolu te vole ta tranquillité. Chaque dette que tu portes, perçue ou non, occupe un espace dans ton esprit, te fatigue, t'use, t'empêche de te concentrer. Te délivrer de ce poids n'est pas juste un acte financier, c'est un acte de préservation mentale. Et comme pour tout dans la vie, tu commences petit. Régler ce que tu dois, cesser d'accumuler sans fin, construire un matelas de sécurité, fût-il modeste, vivre en dessous de tes moyens pour bâtir au-delà de tes espérances. Le désordre financier n'est pas seulement un souci pratique, c'est le reflet de certains mécanismes mentaux à corriger. Quand tu t'appliques à cela, tout se métamorphose. Ton sentiment de dominer ta vie revient, tu prends tes décisions sereinement, tu investis en toi plutôt qu'en plaisirs éphémères, et tu vises avec plus de dignité, de légèreté, de clarté. N'attends pas d'être au fond du gouffre. Ne laisse pas ta vie être une perpétuelle réaction à des problèmes que tu aurais pu prévoir. Ne confonds pas un moment de satisfaction immédiate avec un vrai progrès. Gérer ton argent, c'est aussi structurer ta vie. Il n'est pas question de devenir riche, mais de devenir libre. Si tu veux vraiment reprendre le contrôle sur ta vie en commençant par tes finances, va en commentaire et écris. Aujourd'hui, je mets de l'ordre dans mon argent et dans mon esprit. Chaque pièce que tu protèges est un pas de plus vers ta véritable liberté. La décision est sans appel. Chaque jour, tu te trouves face à ce choix, parfois sans même t'en rendre compte. La technologie peut décupler ton temps, élargir tes capacités d'organisation et simplifier ta vie d'une façon jadis inimaginable. Ou bien elle peut morceler ton attention, éparpiller ton esprit et te piéger dans des boucles de distractions infinies. L'outil en lui-même n'en est pas la cause. Tout dépend de l'usage que tu en fais. Tu peux recourir à différentes applis et outils numériques pour accomplir plus, te concentrer davantage, structurer ta vie de manière plus intentionnelle, ou bien tu peux finir enchaîné, esclave des flux de notifications, du défilement illimité, de l'illusion d'être connecté alors que tu t'éloignes de toi-même. Le premier pas, c'est d'en être conscient, d'employer la technologie comme un moyen, non comme une finalité. Tu n'as pas besoin de supprimer ton smartphone, ni de fuir le monde digital. Tu dois juste le dompter, te souvenir que c'est toi qui commandes. Utilise des applis de liste pour vider ton esprit, pas pour le saturer de tâches inutiles. Programme des rappels pour installer de bonnes habitudes, pas pour vivre dans un état d'alerte permanente. Sers-toi de ton calendrier pour concevoir ton emploi du temps, pas pour le surcharger d'activités superflues. Ce n'est pas l'outil, c'est ton intention qui fait la différence. Marc Aurèle évoluait dans un monde infiniment moins saturé de stimuli, mais son conseil est toujours valable. Sois le maître de ton esprit ou tu seras dominé par lui.
Aujourd'hui, on pourrait dire « sois le maître de tes écrans » ou ils te domineront. Autre acte crucial d'ordre moderne, le grand ménage numérique. De la même façon que tu mets de l'ordre dans ton espace physique pour apaiser ton mental, tu dois faire de la place dans ton univers digital pour préserver ton attention. Boîte mail pleine, dossiers oubliés, réseaux entretenus par le vide. Tout ça n'occupe pas seulement de la place dans ton ordinateur, ça emplit aussi ton esprit. Planifie des créneaux ciblés pour effacer ce qui ne sert plus. Désabonne-toi de newsletters que tu ne lis pas. Supprime les applis qui te prennent seulement ton temps. Classe tes fichiers comme tu organiserais ton salon, en ne gardant que l'essentiel. Développer une relation saine à l'écran est indispensable si tu souhaites vivre avec intention dans ce siècle. Il ne s'agit pas seulement de la quantité de temps passé en ligne, mais de la qualité de ce temps. Instaure des zones et des créneaux sans écran, au réveil, pendant les repas, avant le coucher. Récupère ces havres de silence, de lecture profonde, de discussion sans interrupteur. Chaque minute passée sans vérifier compulsivement ton téléphone est un acte de rébellion et de santé mentale. Ne t'attends pas à ce que tes applis ou les réseaux respectent ton attention. Ils ne sont pas conçus pour cela. C'est à toi de la protéger. La technologie est un outil formidable, mais jamais neutre. Elle voudra toujours t'exiger plus de temps, plus de données, plus d'attention. C'est à toi de décider si tu joues ce jeu ou si tu décides de la transformer en un vrai allié. Les systèmes numériques bien utilisés, listes claires, calendriers structurés, rappels conçus avec intelligence, peuvent libérer ton esprit pour réfléchir, créer et mieux vivre. Sans contrôle, cependant, tu deviendras un esclave moderne, hyper connecté et déconnecté de toi-même. Vois chaque appli, chaque notification, chaque clic comme une question. Cela me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de la vie que je souhaite construire? Si tu n'as pas de réponse affirmative, il est temps de revoir tes usages. Parce que dans un monde où l'attention est la ressource la plus précieuse, ceux qui parviennent à gérer leur relation à la technologie sont les véritables esprits libres. Si tu es prêt à ne plus être l'esclave de tes écrans et à les utiliser comme des alliés stratégiques, va en commentaire et écris. Aujourd'hui, je prends le contrôle de ma technologie. La vie que tu désires ne se construit pas à force de défilement, mais de conscience. Leçon 11. L'ordre n'est pas linéaire. Tu peux rechuter, mais ne te brise pas. C'est l'une des leçons les plus dures et aussi la plus libératrice que tu puisses retenir. Peu importe à quel point tu progresses, à quel point tu développes ta discipline, il y aura des jours de recul, de désordre, de fatigue. Tu ne te lèveras pas toujours à l'heure. Tu n'accompliras pas toujours ton plan idéal. Tu ne garderas pas toujours un état d'esprit limpide. Et c'est normal. Tomber n'est pas le problème. Croire que tomber signifie l'échec, voilà le vrai piège. Le chaos véritable ne naît pas de la chute, mais de l'abandon. Tant que tu reviens sur ton chemin, que tu te relèves fois après fois, tu continues de progresser. La vie n'exige pas la perfection, mais une persévérance dans le temps. Accepter les reculs sans baisser les bras est une aptitude déterminante pour la réussite à long terme. Ce n'est pas de l'auto-indulgence, ni une excuse, c'est du pragmatisme. Épictète l'enseignait. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais ta manière de réagir qui compte. Quand tu trébuches, quand tu interromps une série de victoires, quand tu t'écartes de tes habitudes, ta première impulsion est peut-être de te punir, de tout laisser tomber, de déduire que tous tes efforts étaient vains. Cette histoire, c'est un piège. Chaque chute est une possibilité de redémarrer. Et les redémarrages délibérés constituent l'un des pouvoirs les plus sous-estimés à ta disposition. Ne cherche pas à te sentir motivé, ni à ce que tout soit de nouveau parfait. Décide tout simplement de repartir, dès aujourd'hui, avec ce que tu as, d'où tu es. La véritable discipline n'est pas rigide, mais flexible, une structure sans inflexibilité. Un arbre trop rigide se brise dans la tempête. Un arbre qui plie mais ne cède pas survit. Tu as besoin d'un système de routine et d'habitudes qui te soutiennent, sans t'asphyxier, capable de s'adapter quand la vie fait des siennes. Parce que la vie finira toujours par te contrarier. Il y aura des imprévus,
des émotions, des deuils, des débordements. Si ton ordre ne fonctionne que lorsque tout va bien, alors ce n'est pas un vrai ordre. Le véritable ordre, c'est celui qui demeure même quand tout autour est en tumulte. Apprends à mieux tomber à chaque fois, pas à esquiver chaque chute, mais à ne pas dramatiser l'échec, à ne pas faire d'un faux pas une prédiction d'échec total. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même. La perfection de caractère consiste à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, sans hâte, sans paresse, sans hypocrisie. Il ne dit pas sans échec. Il dit avec intégrité. Si tu flanches aujourd'hui, apprends. Si tu recules, réajuste. Si la paresse, la peur ou la distraction t'ont dominé, ne t'y attarde pas. Respire, observe, corrige, reprends la route. Aucune trajectoire vers l'ordre ne se dessine sans passer par le désordre. Il n'y a pas de maîtrise sans chute, pas de force sans cicatrice. Chaque fois que tu te relèves après être tombé, tu ne rétablis pas seulement ce que tu avais. Tu deviens plus fort, plus résilient, plus maître de toi. Pas parce que tu ne tombes plus, mais parce que la chute ne te définit plus. La vie ne consiste pas à fuir le chaos. C'est apprendre à le gérer, à construire une structure intérieure si solide que même si tout s'effondre autour de toi, ta décision d'avancer reste intacte. Voilà l'ordre véritable. Pas une ligne droite, mais un mouvement volontaire malgré les virages, les trous, les embûches. Si tu es prête à cesser de croire en la perfection et à commencer à bâtir une force à partir de chaque recommencement, va en commentaire et écris « Aujourd'hui je chute, mais je ne me brise pas. Que ta constance soit plus forte que toutes les chutes. » Leçon 12. L'ordre comme un acte d'amour-propre. Non comme une contrainte extérieure, non comme une injonction rigide, mais comme un engagement intérieur profond envers toi-même. Le vrai ordre ne naît pas de l'obsession du contrôle, mais de la vénération pour sa propre vie. Chaque espace que tu nettoies, chaque habitude que tu développes, chaque routine que tu respectes, n'est pas seulement une démonstration d'efficacité, c'est une preuve de respect. C'est te rappeler que ton temps, ton énergie et ton existence méritent d'être traités comme quelque chose de précieux. Quand tu comprends cela, ta perspective se métamorphose. Ranger n'est plus cocher la case d'une corvée, mais affirmer que ta vie compte, que tu n'es pas là pour végéter dans le chaos, mais pour construire avec détermination. Chaque petit acte d'organisation, clore ta journée correctement, préparer ton espace de travail, prendre soin de ton corps, mettre de l'ordre dans ton environnement, devient une prière silencieuse. Je me respecte suffisamment pour créer de la beauté autour de moi. Marc Aurèle nous rappelle de vivre chaque jour comme s'il était le dernier. Et qu'arriverait-il si tu considérais chaque acte banal comme une part de ton héritage personnel? Félicite-toi pour tes progrès, même minimes, car la régularité ne se maintient pas par la tyrannie d'une exigence absolue, mais par la reconnaissance sincère. Chaque petit pas, chaque journée où tu arrives à être un tout petit peu plus ordonné, plus conscient, est une victoire qui mérite en soi d'être vue. N'attends pas que les grands changements. Sois fier aussi de ces gestes silencieux de discipline, quand tu résistes aux tentations de la dispersion, quand tu choisis l'ordre plutôt que le chaos, quand tu te traites avec respect. Fêter tes avancées, c'est renforcer ta persévérance. Sans joie sur le chemin, l'ordre devient une prison. Avec la joie, il se fait libérateur. Transforme tes routines en rituels riches de sens. Inutile de monter une grande cérémonie, mais imprègne chaque geste de ta volonté. Le matin, au lieu de te ruer sur ton téléphone, prends un moment pour te recentrer. Quand tu ranges ton espace, fais-le comme on honore un temple. Quand tu planifies ta journée, sème la gratitude et la détermination dans chaque tâche. En transformant tes actions quotidiennes en actes sacrés d'amour-propre, ta vie ne ressemble plus à une interminable to-do list, mais à une œuvre en construction, en toute conscience. Ne laisse pas ta vie se dérouler par accident.
Ne permets pas que le hasard, la précipitation ou l'inertie décident à ta place. Ton existence peut devenir une œuvre d'art si tu choisis de la créer ainsi. Chaque choix délibéré, chaque acte ordonné et chaque rituel ancré dans le présent est un trait de pinceau sur la toile de ta vie. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, mais tu peux canaliser ton énergie vers ce qui importe vraiment. Le sacré n'est pas réservé à la religion ni aux grands moments. Il se niche dans la façon dont tu décides de traverser le quotidien. L'organisation, quand elle part de l'amour et pas de la pression, devient un acte spirituel, pas pour être vu ni applaudi, mais parce que tu sais au fond de toi que chaque journée mérite d'être vécue avec révérence. Toi, tu mérites de vivre dans la révérence. Si tu es prêt à faire de ta vie une œuvre d'art et à transformer l'ordre en un acte sacré d'amour propre, rends-toi dans les commentaires et écris « Dès aujourd'hui, je sacralise mon chemin ». Ta vie est bien trop précieuse pour la vivre en pilote automatique. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Mets de l'ordre dans ta vie ». Je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à commenter pour que YouTube sache que ces vidéos aident des personnes comme toi. Cela nous motive à continuer de créer ce type de contenu dans le futur. Je te suggère de voir les 2 dernières vidéos que nous recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve pour notre prochaine aventure.